Tabloids will destroy your life. And I very naively, I'm American, we don't have that. Dès l'instant où j'ai vu l'annonce ce matin-là, j'ai su que ce ne serait pas une journée comme les autres. Ce qui s'est passé à 7h48 n'était pas un simple communiqué de presse, une communication de routine suivant le protocole habituel du palais. C'était un tournant décisif. Un moment où le silence se mue en action et la tension en résolution. Car lorsque j'ai vu la déclaration de William publiée directement en son nom, j'ai compris qu'il n'y avait plus de place pour l'interprétation, le malentendu ou les manœuvres dilatoires. Il avait choisi ses mots avec une précision chirurgicale et le monde avait compris ce qui avait enfin été dit, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et en cet instant précis, qui a duré à peine une trentaine de secondes, j'ai senti une porte entrouverte depuis des années se refermer d'un seul coup. Je me souviens d'être resté assise en silence un instant, non pas surprise par le contenu mais par le ton. William est quelqu'un qui communique rarement sur un coup de tête, quelqu'un qui comprend que les paroles d'un futur roi ont plus de poids que les pierres de Buckingham Palace lui-même. Sa voix, même écrite, a des conséquences. Il le sait, nous le savons. Et pourtant, il a choisi de parler directement sans l'intervention de conseillers, sans les formules d'apaisement qui s'insinuent habituellement dans de telles annonces. Pas de « pour l'instant », pas de « dans les circonstances actuelles », pas de « consultations en cours ». Juste une ligne claire, une limite, une fin. J'en ai ressenti toute la gravité comme s'il ne s'agissait pas simplement d'une décision institutionnelle, mais d'un chapitre final qui se refermait enfin. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la réaction des médias. En moins de 3 minutes, la BBC a interrompu sa diffusion. Chose rarissime, même lors des drames familiaux les plus intenses. Les présentateurs d'ordinaire si calmes et posés semblaient perdre leurs moyens en relisant les mots pour s'assurer d'avoir bien compris. Sky News a aussitôt basculé dans l'analyse de crise. Et sur les réseaux sociaux, l'information s'est propagée à une vitesse fulgurante dépassant tous les protocoles. C'était comme si le monde entier attendait une réponse définitive et maintenant qu'elle était là, personne ne savait comment réagir. Pour certains, c'était un sentiment de justice. Pour d'autres, une trahison. Pour beaucoup, un moment historique. Un moment historique. En relisant les paroles de William, j'ai enfin compris la véritable portée de cette déclaration. Non seulement pour Meghan, non seulement pour Harry, mais pour l'avenir même de la monarchie. On peut discuter du style du ton et du moment choisi, mais l'essentiel demeure, l'institution avait atteint ses limites. Et c'est William qui le premier a osé affirmer que ces limites devaient être maintenues. Combien de fois un futur roi a-t-il exprimé aussi clairement et personnellement l'impossibilité d'un retour? À ma connaissance, jamais. Cela m'a confirmé qu'il ne s'agissait plus d'une affaire familiale, mais d'une nécessité institutionnelle. En réfléchissant à sa décision, je me suis demandé ce qui avait bien pu lui traverser l'esprit au moment de signer la déclaration. Car malgré l'apparente résolution du texte, chaque phrase décisive recèle des mois, voire des années de déception, de délibération, de prudence, et finalement la prise de conscience que la passivité n'était plus envisageable. En ce sens, cette déclaration n'était pas un acte de cruauté, mais de lucidité. Une décision née de la lassitude face aux luttes intestines et à l'ambiguïté insoutenable dans laquelle se trouvait l'institution. Et pourtant, tandis que le monde oscillait entre indignation et compréhension, j'éprouvais autre chose, un soulagement discret. Non pas parce que quiconque était exclu, mais parce que le poids de l'incertitude s'était enfin dissipé. Combien de temps avions-nous vécu dans un monde où chaque interview, chaque série Netflix, chaque soupçon de conflit replongeait la monarchie dans le chaos? Combien de fois étions-nous contraints de réagir, d'apaiser, de reformuler? Cette décision a rompu ce cycle. Elle fut douloureuse mais nécessaire. Ce qui m'a le plus frappé, c'était le symbolisme du moment. 7h48. Une heure où Londres est encore à moitié endormie, où les décisions sont souvent discrètement diffusées au monde entier dans l'espoir que la tempête éclate plus tard. Mais cette fois, il n'y avait pas de place pour l'ombre. La vitesse à laquelle la nouvelle s'est répandue a prouvé que ces mots étaient précisément ce que le monde voulait entendre ou redouter à cet instant précis. Dans le silence qui a suivi, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple déclaration, mais de la conclusion d'une histoire que trop de gens avaient laissée et mijotée trop longtemps. Assise là, à regarder les réponses affluer, je me demandais quelle force faut-il pour dire une fois pour toutes qu'un chapitre est clos? Quel courage faut-il pour protéger un avenir en se libérant enfin du passé? Et surtout, quelle paix cela apporte-t-il au final lorsque la clarté l'emporte sur l'espoir? William avait accompli un acte rare dans une institution qui prospère grâce à la nuance, à la diplomatie et aux corrections discrètes. Il avait annoncé une décision irrévocable. Ce n'était ni un avertissement, ni une invitation au dialogue, ni un appel à la réflexion. C'était un point final. Et cela, aussi dur que cela puisse paraître, était peut-être la seule chose qui pouvait nous aider davantage. Alors que les premières ondes de choc de la déclaration de William se propageaient à travers le monde, j'ai vu les réactions monter en flèche, non pas progressivement mais de façon explosive, comme si la tension était déjà palpable et qu'une simple étincelle suffisait à déclencher l'explosion. La force de ces mots résidait non seulement dans ce qu'il disait, mais aussi dans le fait qu'il les prononçait.
Ce seul événement a ébranlé les fondements même du débat public. Et tandis que je voyais déferler le flot d'alertes d'analyse et de réactions, je sentais la portée de sa décision grandir encore davantage. Il ne s'agissait pas seulement de Meghan. Il s'agissait de leadership de l'avenir de la monarchie, de la manière dont une institution gère des années de turbulence. Je savais que nous étions à un tournant décisif et que chacun le ressentirait. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le manque de coordination, voire la spontanéité des premières réactions des médias internationaux. La BBC a interrompu ses émissions habituelles en 3 minutes. Un tel geste n'arrive que lors d'événements historiques ou d'affaires touchant la sécurité nationale. Le présentateur a lu la déclaration 2 fois lentement comme pour s'assurer de sa compréhension. Puis il a déclaré « c'est sans précédent ». Et c'était le cas. Jamais auparavant dans l'histoire moderne, on avait vu un héritier direct fermer publiquement et personnellement la porte à un membre de sa famille dans un contexte aussi délicat. Il ne s'agissait pas d'une politique prudente mais d'une stratégie. Sky News a immédiatement diffusé des analyses de crise, non pas pour rechercher la nuance, qui de toute façon n'existait plus, mais pour évaluer les conséquences. Les analystes qui suivaient depuis des années les interactions entre stabilité institutionnelle et relations familiales ne savaient pas comment formuler la situation. L'un d'eux l'a résumé succinctement. Ce n'est pas un avertissement, c'est un verdict. Et le ton était donné. Cette déclaration a résonné tout au long de la journée car elle allait droit au but. William ne s'était pas exprimé en tant que frère, mais en tant que futur roi. De l'autre côté de l'Atlantique, la réaction fut différente mais non moins intense. Il était encore tôt le matin sur la côte ouest américaine lorsque les notifications sont apparues, mais en un quart d'heure, la déclaration était devenue virale. CNN la qualifiait de « prise de position royale la plus ferme de l'histoire moderne ». CBS parlait d'une « rupture institutionnelle au niveau de l'État ». Et les réseaux sociaux étaient le théâtre de débats enflammés. Il était fascinant de constater comment 2 cultures différentes réagissaient à cette nouvelle, tandis que le public britannique s'intéressait principalement aux implications institutionnelles, le public américain s'en prenait immédiatement à lui personnellement. La question qui revenait sans cesse était-ce justice ou vengeance? Et pourtant, la réponse semblait plus complexe. Mais c'est le silence qui régnait au sein même du palais qui était le plus frappant. Un silence qui n'avait rien à voir avec l'ignorance mais avec l'acceptation. Les proches de William savaient que cette déclaration était en préparation depuis des semaines. Ils avaient participé à l'élaboration du texte, à l'évaluation des risques et au choix du moment opportun. Et pourtant, une fois la déclaration rendue publique, l'atmosphère a changé de façon palpable. Nous savions tous que nous avions atteint un point de non-retour. Il ne s'agissait pas d'un coup médiatique, ni d'une simple opération de relations publiques, mais d'un choc institutionnel. Ce qui m'a particulièrement fasciné, c'est la réaction des téléspectateurs et commentateurs plus âgés qui se souvenaient encore des années Diana. Pour eux, cette décision marquait une rupture radicale avec le passé. Dans leurs souvenirs même, durant les périodes les plus sombres, il avait toujours subsisté une mince espoir de réconciliation, l'illusion que le temps finit toujours par tout guérir. Mais les paroles de William ne laissaient aucune place à cette vision romantique. La porte était définitivement fermée. Qu'est-ce que cela allait signifier pour la perception de la monarchie par les générations futures? Était-ce l'avènement d'une nouvelle norme de clarté ou le début d'une période de crise institutionnelle? Dans le même temps, j'observais les réactions des diplomates étrangers, discrètement mais attentivement, car ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire familiale. Elle revêtait une dimension géopolitique. Après tout, la stabilité de la famille royale britannique demeure un symbole qui influence les relations diplomatiques. La déclaration de William montrait pour la première fois depuis longtemps que la monarchie pouvait définir des limites afin de préserver sa propre stabilité. Je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de gouvernements, combien de chefs d'État ont vu dans ce moment la confirmation que les Windsor avaient repris fermement le contrôle. Sur les réseaux sociaux, en revanche, ce fut le chaos. En quelques heures, des divisions se sont formées. Certains voyaient en William un homme qui assumait enfin ses responsabilités, d'autres l'accusaient de diffamation. Paradoxalement, cette division en disait peut-être plus long sur notre époque que sur la monarchie elle-même. Nous vivons à une époque où chaque décision est à la fois un acte héroïque et un crime selon le point de vue. En parcourant les commentaires, une question presque philosophique m'est venue à l'esprit: comment une institution si profondément ancrée dans la tradition peut-elle survivre dans un monde qui exige constamment des émotions et des jugements instantanés? Ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont partout dans le monde les gens ont interprété cette décision comme s'ils appartenaient à la famille royale, comme si les histoires familiales de chacun, frères perdus de vue, liens brisés, malentendus irréconciliables, étaient ravivés par cette simple déclaration. C'est peut-être là que réside la véritable force de ce moment. Il a confronté les gens non seulement à la réalité de la famille royale britannique, mais aussi au moment inévitable où l'on doit tourner la page.
Et tandis que j'observais les réactions du monde ce matin-là, j'ai compris que ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la clarté primerait sur la diplomatie, où les limites seraient plus visibles que les tentatives de réconciliation, où le leadership ne se définirait plus par la douceur, mais par la responsabilité. Alors que j'éteignais la télévision et que je traversais le palais, une question me taraudait: si telle est la réaction au seul mot, quel impact aura-t-elle sur tout ce qui suivra ? Alors que le monde était encore sous le choc de la déclaration de William, j'ai compris que l'on ne pouvait saisir pleinement sa signification qu'en se penchant sur la pression accumulée au cours des mois précédents. Une déclaration aussi catégorique ne naît jamais d'un incident isolé, ni d'une émotion unique. Elle est le fruit d'une tension prolongée d'un mur érigé brique par brique jusqu'à ce que tout mouvement devienne impossible. Et c'est précisément ce qui s'est produit durant l'automne 2024. Un durcissement lent mais constant des circonstances qui a finalement conduit à un point où le silence n'était plus envisageable. En repensant à tout cela dans l'ordre chronologique, j'ai réalisé à quel point cette décision était inéluctable. Et une question s'est alors imposée à moi: depuis combien de temps cette rupture se profilait-elle sans que nous refusions de la reconnaître ? En septembre, j'ai remarqué les premières fissures dans la façade. Catherine, d'ordinaire imperturbable, a commencé à déceler des schémas qui ne semblaient plus être le fruit du hasard. Des articles négatifs à son sujet paraissaient sans cesse dans les médias. Non pas de journalistes reconnus, mais de mystérieux initiés, de blogs sans réputation de plateforme se nourrissant de rumeurs. À chaque fois, ces articles faisaient suite à une initiative majeure qu'elle avait entreprise. Leur précision était trop parfaite pour être une coïncidence. La répétition trop persistante. Je la voyais tenter de minimiser la situation, mais sous son calme apparent, je percevais de plus en plus une lassitude profonde. Quel impact cela a-t-il sur une personne lorsque chacun de ses pas est systématiquement saboté ? Combien de temps peut-on garder son sang-froid lorsqu'on est constamment contrarié par des forces invisibles ? Dans le même temps, William se faisait de plus en plus silencieux, non par faiblesse mais par observation. Un silence qui me semblait révélateur d'une profonde introspection. C'est quelqu'un qui préfère éviter les conflits plutôt que de les rechercher. Mais je voyais bien que les attaques contre Catherine le touchaient personnellement. Non pas parce qu'elle nuisait à son image, mais parce qu'elle dessinait un schéma qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelqu'un, quelque part, cherchait délibérément à ternir la réputation de sa femme. J'ai vu le changement dans son regard, d'abord la fatigue, puis une protection instinctive et enfin, une sorte d'endurcissement émotionnel. Le genre d'endurcissement qui se développe lorsqu'on encaisse trop de choses trop longtemps. En octobre, la pression est devenue institutionnelle et palpable. Charles a reçu plusieurs lettres dans lesquelles des responsables du ministère des Affaires étrangères exprimaient ouvertement leurs inquiétudes. Il ne s'agissait plus seulement de réputation ou de relations avec les médias, mais de stabilité diplomatique. Comment une monarchie peut-elle remplir son rôle de pilier culturel lorsque les sujets les plus commentés concernant la famille tournent autour de la méfiance, des accusations et des divisions ? Les partenaires internationaux ont commencé à soulever des questions certes délicates mais justifiées. Le message était subtil mais sans équivoque, le feuilleton familial des Sussex minait la confiance dans la couronne. Et lorsque cela arrive, les tensions familiales deviennent soudainement une affaire d'État. Les services de sécurité ont également commencé à examiner la question de plus près. Des comportements en ligne visant Catherine avaient été découverts, non seulement des critiques, mais aussi des attaques coordonnées, des récits trompeurs et même des menaces sérieuses. Mon expérience au sein de l'agence m'a appris une chose: lorsque sécurité et réputation sont en jeu, il est temps d'agir. Mais dans ce cas précis, la situation est allée plus loin. L'enquête n'a pas permis d'identifier les responsables des attaques, mais elle a révélé qu'un nombre important d'entre elles provenaient de cercles se présentant comme fortement pro-Sussex en ligne. Ce n'était pas une preuve d'implication directe, mais cela indiquait clairement que la situation était devenue ingérable. Durant cette même période, j'ai vu Charles s'épuiser progressivement. Ses problèmes de santé n'étaient pas évoqués publiquement, mais au sein du palais, nous savions combien il souffrait parfois. Il tentait de diriger la monarchie dans une période tumultueuse, tiraillée entre son amour pour ses enfants et son devoir de préserver la stabilité de l'institution. Son désir de réconciliation avec Harry restait ardent, mais sa patience s'amenuisait. Je le voyais déchirer émotionnellement, chaque tentative de calme étant aussitôt anéantie par de nouveaux conflits, des interviews ou une ambiguïté publique. Combien de temps un homme à son poste peut-il supporter un tel fardeau ? Fin novembre, tout commença à converger. Les pressions des médias, de la diplomatie, de la sécurité, de la famille et de l'opinion publique formaient une force unique et irrésistible. L'atmosphère semblait s'alourdir dans les couloirs du palais, comme si chacun pressentait une décision imminente qui allait marquer un tournant décisif. Un soir, Anne, toujours la plus raisonnable d'entre nous, prononça une phrase qui résonna profondément en moi: « On ne peut pas espérer que les gens changent quand cela compromet notre capacité à gouverner. »
Je sus alors que le dénouement était plus proche que je ne voulais l'admettre. Lorsque le rapport est arrivé, le rapport que William a lu en silence dans une petite pièce sécurisée, tout a basculé. La conclusion brutale selon laquelle les troubles persistants autour de Meghan et Harry représentaient un risque structurel pour la monarchie a été perçue comme un coup dur que personne ne pouvait ignorer. Il ne s'agissait pas d'une opinion personnelle, mais d'une décision institutionnelle. Et quand l'institution parle, il faut l'écouter. C'était clair pour moi, la déclaration de William n'était ni impulsive, ni émotionnelle, ni hostile. Elle était inévitable. C'était le seul aboutissement logique d'un processus qui était resté en sommeil pendant des mois, voire des années. Et en repensant à l'automne, j'ai enfin compris comment chaque événement avait formé une chaîne inextricable. Une chaîne qui, une fois achevée, ne laissait aucune autre issue. Cela m'a amené à me demander quelle pression une famille, une institution, peut-elle réellement supporter avant d'être contrainte d'intervenir ? Et surtout, quelle pression quelqu'un comme William peut-il supporter avant d'être obligé de choisir entre lui-même, sa femme, ses enfants et l'héritage qu'il recevra un jour ? Sa réponse arriva ce matin-là à 7h38, mais la décision avait déjà été prise des mois auparavant. En repensant à ces semaines décisives qui ont précédé la déclaration de William, je comprends de plus en plus clairement qu'il ne s'agissait pas d'un choix unique, mais d'une série de décisions stratégiques menant lentement mais inéluctablement à un même aboutissement. Chaque rouage du système, du palais aux équipes juridiques et des diplomates aux membres de la famille, semblait à sa manière œuvrer dans le même sens. Et tandis que le monde extérieur percevait l'annonce de 7h48 comme une déclaration abrupte et choquante, elle m'apparaissait comme la conséquence logique de 4 choix cruciaux pris à huis clos. 4 moments où William, l'institution, ou nous en tant que famille, avons été contraints de dépasser nos émotions et de nous concentrer sur la pérennité, la sécurité, la réputation et l'avenir. En repensant à ces décisions, je réalise à quel point une personne peut subir une pression immense avant d'agir. Et combien il est parfois nécessaire de le faire, même lorsque le monde n'est pas prêt. La première décision décisive est venue d'Anne qui avait compris depuis plus longtemps que la situation ne se stabiliserait jamais d'elle-même. Ces mots étaient simples mais empreints de décennies d'expérience. Il faut des limites formelles. Pas de signaux timides, pas d'attentes implicites, pas d'espace ouvert où chaque déclaration pouvait être réinterprétée. Elle avait raison, l'ambiguïté est un catalyseur de conflit. J'ai observé William l'écouter se redressant, tandis qu'elle expliquait que l'institution était dans un état de réaction constant depuis 4 ans. Chaque nouvelle intervention des Sussex, chaque interview, chaque rumeur déclenchait une nouvelle vague de dégâts institutionnels. C'était comme si nous vivions dans un feu permanent, impossible à éteindre. Le point de vue d'Anne était clair, si nous continuions d'espérer une amélioration sans fixer de limites, nous mettrions l'institution en péril. Pour moi, c'est à ce moment précis que le cours de l'histoire est devenu évident. La seconde option émanait de l'équipe juridique du Palais qui présenta durant la première semaine de novembre un rapport exhaustif qui fit taire même les plus optimistes. Les risques étaient plus importants que nous ne l'avions imaginé. Tant que la relation entre la couronne et les Sussex resterait floue, la monarchie se trouverait en terrain miné. Risques juridiques, atteinte à la réputation, complications sécuritaires, voire questions constitutionnelles relatives à la succession, tout était en jeu en l'absence de statut définitif. Je me souviens avoir observé le directeur juridique expliquer calmement que même des contrats commerciaux aux États-Unis pouvaient tirer profit de cette ambiguïté. Avec politesse mais fermeté, il expliqua que chaque mois d'incertitude engendrait une nouvelle vulnérabilité. Pour William, toujours visionnaire, cette analyse marqua le moment où la nécessité de clarté devint incontestable. Mais la troisième décision, et peut-être la plus inattendue, est venue par voie diplomatique. Un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères nous a informés de conversations avec des alliés au cours desquelles l'affaire des Sussex a été abordée. Non pas comme une simple rumeur, mais comme une préoccupation sérieuse. Que révèle la stabilité d'un pays lorsque sa famille royale est constamment au cœur de conflits et d'accusations ? À une époque où la coopération internationale repose sur la confiance, la prévisibilité et l'unité. Même les troubles familiaux peuvent avoir des conséquences géopolitiques, et c'était précisément le cas. Je l'ai perçu dans le ton des diplomates, ils ne demandaient pas de solution mais ils attendaient des mesures concrètes. William a immédiatement compris que son rôle futur, un rôle où il représente le Royaume-Uni à l'international, était compromis par un problème qui n'avait que trop tardé à être réglé. Le 4e choix, cependant, venait de William lui-même. Et c'est ce choix qui a tout déterminé. Durant les dernières semaines de novembre, je l'ai vu se débattre avec le dilemme entre devoir et émotion. Il s'était longtemps efforcé de préserver un espace de réconciliation non seulement pour Harry, mais aussi pour l'idéal familial tel que notre mère le chérissait. Mais chaque nouvelle attaque contre Catherine, chaque nouvelle vague d'agression en ligne, chaque enquête diplomatique et chaque rapport de sécurité le poussait un peu plus vers une limite qu'il ne pouvait plus franchir.
Je l'ai vu se produire lorsqu'il a déclaré un soir qu'il ne pouvait plus permettre que sa famille soit soumise à des spéculations et à une hostilité incessante. Pourquoi un futur roi accepterait-il que sa femme soit la cible constante d'un cycle que personne ne pouvait arrêter? Son choix découlait de quelque chose de plus fondamental que le devoir, c'était la protection. La protection de sa famille et de son avenir, de la stabilité qu'on attendrait bientôt de lui. Ces 4 choix formaient un cadre qui ne laissait place à aucune autre issue. C'était comme si l'institution elle-même, par la voix de ses membres les plus expérimentés, ses fondements juridiques, son sang-froid diplomatique et son futur dirigeant, nous poussait vers un point qui se profilait depuis des mois. Pourtant, la réalité de cette situation ne nous a véritablement frappés que lors de notre réunion à Windsor le 1er décembre. Je n'oublierai jamais la façon dont William a posé le dossier sur la table avec un calme presque surnaturel, comme s'il s'était entraîné à tout ressentir sans rien laisser paraître. Sa voix était claire lorsqu'il a déclaré que la décision devait être définitive, ni brutale, ni émotionnelle, mais ferme. Ce qui m'a le plus frappé ce soir-là, c'était la force de sa conviction. Non pas qu'il n'aimait plus son frère, mais parce qu'il avait compris que l'amour n'est pas synonyme de tolérance, et que la réconciliation ne peut se construire sur des bases solides si l'un des deux continue de repousser sans cesse les limites. En le voyant là calme, responsable, mais avec une douleur qu'il n'avait pas besoin d'exprimer, j'ai compris que ce n'était pas un acte de rejet, mais un acte de leadership. Ainsi naquit cette déclaration lue par le monde entier à 7h48. Une déclaration née non d'une impulsion, mais de 4 décisions qui ensemble traçaient un chemin inéluctable. En repensant à tout cela, je me demande, ce processus a-t-il été douloureux? Oui, mais était-il aussi nécessaire? Absolument. Car parfois, un dirigeant doit apporter de la clarté là où règne la confusion, même si cela implique de fermer certaines portes définitivement. La soirée du 1er décembre restera gravée dans ma mémoire comme l'un des moments les plus chargés d'émotions que j'ai jamais vécu au sein du château de Windsor. Non pas à cause de cris ou de débordements dramatiques, bien au contraire. C'était précisément le silence, la respiration contenue, la tension palpable qui planait comme un fil invisible dans la pièce, étouffant tout le reste. Réunis dans le petit bureau privé du château, je sentais que nous ne participions pas simplement à une réunion, mais à un moment qui allait entrer dans l'histoire. Un moment où une famille devait ravaler ses émotions et où une institution devait assurer son avenir. La notion de « point de non-retour » paraît abstraite jusqu'à ce qu'on la ressente pleinement. William arriva le premier. Je voyais bien sur son visage que la décision était déjà fermement ancrée en lui, comme s'il s'était soigneusement préparé à la ténacité qu'exigeait cette situation. Il portait un dossier, celui qui contenait la version finale de sa déclaration. Ni la première ébauche ni la seconde, mais la version qu'il avait lui-même peaufinée dans les moindres détails. Quand Charles entra, je remarquai immédiatement combien cela lui pesait. Il se déplaçait plus lentement que d'habitude, comme s'il portait le poids de deux rôles à la fois père et roi. Et parfois, ces 2 rôles sont presque impossibles à concilier. Anne, comme toujours, était un modèle de pragmatisme. Elle prit place sans gestes théâtraux, sans tension contenue. Elle savait ce qu'il fallait faire et était prête à le soutenir, car de toutes les personnes présentes, elle comprenait mieux que quiconque que l'institution ne pouvait tolérer indéfiniment le chaos. Lorsque Catherine entra ensuite, sa présence apporta une douceur inattendue à la pièce. Non pas par hésitation, mais parce qu'elle comprenait ce que cette décision impliquait pour William, et parce qu'elle savait qu'une partie de ce combat reposait indirectement sur ses épaules. Lorsque William ouvrit la réunion, sa voix était d'un calme remarquable. Il déclara que quelle que soit la décision prise ce soir-là, elle devait être définitive. Aucune possibilité de négociation, aucune marge d'interprétation. Je sentais que chacun, même Charles, devait digérer ce mot définitive, car les décisions définitives au sein de notre famille sont rares, presque contre nature. Mais à cet instant précis, je sus que cette finalité était précisément ce qu'il fallait pour protéger la monarchie. William déposa la déclaration sur la table. Il ne dit pas que c'était son choix, mais que c'était le seul choix compatible avec les faits, les risques et l'avenir. Je regardais Charles lire lentement le document, les mains tremblantes. Pour lui, ce n'était pas qu'une décision politique, c'était un adieu. Non pas d'amour, mais d'espoir. L'espoir qu'un jour, un chemin simple permettrait de retrouver l'harmonie. Lorsqu'il eut fini de lire, il déposa délicatement les papiers comme si le poids tangible de ces pages contenait une partie de son cœur. Anne ne s'attarda pas sur le texte. Elle en comprenait déjà l'essentiel. Mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle approuvait ce qui y était écrit, non par indifférence, mais parce qu'elle savait que diriger exige parfois des décisions qui ne soient pas guidées par les sentiments. Catherine lut plus lentement. Elle lisait comme si elle voulait non seulement comprendre les mots, mais aussi ressentir leur résonance dans le monde. Et lorsqu'elle leva enfin les yeux, son expression n'était ni colère ni tristesse. Elle était soulagée. Enfin la clarté, semblait dire ce regard. L'instant où William a dit « alors passons à autre chose » a marqué un tournant décisif. Dès lors, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le communiqué serait publié le lendemain matin à 7h48. Ni plus tôt ni plus tard.
Ce timing n'était pas un hasard, c'était une minute soigneusement choisie pour que la presse britannique et la côte est américaine reçoivent l'information simultanément. Une minute où les anciens mondes et les nouveaux médias se sont rencontrés à un carrefour numérique. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui s'est passé après ces mots. La réunion s'est terminée sans discussion, sans aucune tension. Mais tandis que tous se levaient pour partir, William est resté assis. Je l'ai vu examiner les documents devant lui, non pas comme un homme politique, non pas comme un monarque, mais comme un homme qui savait qu'il perdrait à jamais son frère dans son rôle de protecteur des institutions. Et pourtant, il n'y avait aucune faiblesse dans ce regard. Seulement une profonde prise de conscience, le leadership ne se résume pas à ce que l'on ressent, mais à ce que l'on ne peut plus nier. Catherine fut la dernière à rester à ses côtés. Elle ne dit rien, les mots étaient superflus. Elle posa simplement la main sur son épaule et il hocha lentement la tête. Ce petit geste en disait plus long que n'importe quelle phrase. Parfois, le soutien ne se résume pas à des conseils, de la persuasion à un accord. Parfois, le soutien, c'est simplement être présent quand quelqu'un doit porter le fardeau d'une vérité incontournable. En quittant Windsor ce soir-là, j'ai senti un changement dans l'atmosphère, comme si le château lui-même savait qu'une page s'était tournée entre ses murs. La décision était prise, la ligne était tracée, et ce qui allait arriver le lendemain ne relèverait plus des sentiments familiaux mais d'une clarté institutionnelle. Et pourtant, sur le chemin du retour, je me suis demandé dans quelle mesure Meghan avait-elle anticipé cette vérité ? Avait-elle jamais imaginé que la porte se fermerait définitivement ? Et plus important encore, peut-être avait-elle seulement souhaité qu'elle reste ouverte ? Dès l'instant où la déclaration de William à 7h38 a été diffusée dans le monde entier, j'ai su que nous avions franchi un point de non-retour. Non seulement pour lui, non seulement pour Meghan, mais aussi pour l'institution qu'il dirigera un jour, et pour tous ceux qui vivent sous son influence. Tandis que le monde s'éveillait en quelques secondes, submergé par un flot de notifications, de réactions et d'informations, j'ai pressenti que ce ne serait pas une tempête passagère. Il s'agissait d'un bouleversement majeur, d'une redéfinition de ce que signifie faire partie de la monarchie à une époque où les limites ne peuvent plus être tracées à voix basse mais doivent être affirmées haut et fort, sans équivoque. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la rapidité avec laquelle le palais s'est adapté. À peine la déclaration publiée, les équipes internes se sont mobilisées en urgence, non pas à cause d'une erreur, mais parce qu'il fallait tout repenser. Le statut de Meghan au sein des structures institutionnelles, les protocoles de communication, les classifications de sécurité, les directives diplomatiques pour les pays partenaires, tout était à redéfinir. Ce qui laissait autrefois place à l'interprétation était désormais clair et net. Et aussi difficile que cela puisse paraître, cette clarté a été libératrice. Il est impossible de maintenir une structure solide lorsqu'elle est constamment minée par l'ambiguïté. En suivant les premiers reportages, j'ai vu journalistes, commentateurs et experts s'empresser de décrire la décision de William. Nombreux étaient ceux qui parlaient de fin définitive, de protection institutionnelle, d'un avenir détaché du passé. Pourtant, dans leurs analyses, j'ai souvent omis un point essentiel. Il ne s'agissait pas d'une rupture spontanée d'un coup de sang, ni d'un acte de vengeance. C'était une décision mûrement réfléchie après des mois voire des années sur la responsabilité, la stabilité et le leadership. Une décision qui au final ne concernait pas Meghan elle-même, mais le rôle que leur présence continue dans les discours marginaux jouait dans l'érosion de la monarchie. Ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est le silence avec lequel William a accepté cette décision. Alors que les réseaux sociaux s'enflammaient, que les émissions de télévision modifiaient leurs programmes et que les diplomates confirmaient la réception du message, il est resté d'un calme remarquable. Il n'avait pas fait cette déclaration pour s'attirer les applaudissements du public, ni pour alimenter la polémique. C'était un devoir qui l'obligeait à dissocier ses émotions personnelles de sa responsabilité institutionnelle. J'ai soudain réalisé à quel point ce fardeau est lourd. Le leadership apparaît souvent comme une autorité, mais en réalité il implique généralement d'assumer les conséquences que d'autres ne peuvent ou ne veulent pas assumer. Et puis il y avait Meghan. Comment a-t-elle perçu ces mots ? Quel est le sentiment lorsqu'une porte dont on espérait la voir s'ouvrir un jour est désormais verrouillée à jamais ? Les conséquences concrètes de la déclaration de William ont été immédiates. Aucun rôle dans les événements officiels, aucune protection institutionnelle, aucune possibilité de réévaluation. Désormais, sa vie se déroulera entièrement en dehors de tout cadre institutionnel. La liberté certes, mais aussi la fin. Et ce dernier point est lourd de conséquences. Car même si l'on croit que partir est le bon choix, il reste douloureux d'entendre que le retour est définitivement impossible. Je n'ai pu m'empêcher de me demander comment Harry avait dû vivre cela. Non pas en tant que prince ni en tant que personnalité publique, mais en tant que frère. Se disputer, s'affronter, être temporairement séparés, c'est une chose, mais c'en est une autre lorsqu'une décision est prise qui ne laisse aucune place à la réconciliation au sein du système que vous avez tous deux créé. C'est une forme de deuil, je crois, rarement évoquée publiquement. Non pas le deuil d'une personne, mais celui d'un avenir possible.
Au fil de l'après-midi du 2 décembre, les analyses se sont approfondies. Les commentateurs s'interrogeaient sur les conséquences de cette décision pour les générations futures. Certains y voyaient une modernisation institutionnelle nécessaire. D'autres craignaient qu'elle ne crée un précédent et que la monarchie ne devienne plus dure et moins indulgente. Mais à mon sens, c'était plus simple une institution qui avait enfin compris qu'à l'ère du numérique, la clarté prime sur les convenances. Une institution qui reconnaissait que l'évolution est inévitable. Ce qui m'inquiétait le plus cependant, c'était l'impact que tout cela aurait sur la perception de la monarchie. Car quoi qu'il en soit, William s'est montré prêt à fixer des limites que les générations précédentes n'auraient jamais osé affirmer publiquement. Il a démontré que diriger, c'est parfois cesser d'espérer et se mettre à agir. Et c'est peut-être précisément ce dont la monarchie avait besoin, non pas l'attente interminable d'une réconciliation, mais la reconnaissance courageuse que certaines histoires doivent se terminer pour que d'autres puissent commencer. Dans le silence de mon bureau, alors que le palais retrouvait enfin son calme, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce que ce moment symbolisait véritablement. Cette décision n'était pas une question de vengeance. Elle n'avait rien à voir avec le passé. Elle concernait une nouvelle orientation, la protection d'une institution qui, malgré toutes ses traditions, devait désormais se concentrer avant tout sur son avenir. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'éprouvais aussi de la gratitude. Non pas pour la rupture elle-même, mais pour la clarté qui s'était enfin installée. Car s'il est difficile d'accepter une limite définitive, il est encore plus difficile de vivre dans un monde où les limites sont constamment franchies. Cela m'a laissé avec une seule question, une question que je n'ai posée ni à William, ni à Catherine, ni à moi-même, mais à tous ceux qui suivent cette histoire. Si vous aviez été à sa place avec la même pression, la même responsabilité, la même menace pour l'avenir, auriez-vous décidé différemment ?